Bonjour à toutes et à tous, ravie de vous accueillir aussi nombreux pour ce deuxième rendez-vous autour de l'actualité dans les déficits immunitaires primitifs en partenariat avec notre centre de référence, le CEREDI. Ce nouveau rendez-vous est consacré aujourd'hui à DIP et Covid-19. Suivront demain une autre session sur l'actualité dans les déficits immunitaires primitifs chez l'enfant. N'hésitez pas à vous inscrire si cela n'est pas déjà fait. Je remercie bien évidemment notre partenaire CSL Behring pour leur soutien institutionnel à la concrétisation de ce projet. En préambule, quelques mots sur l'association IRIS. Donc, nous avons été créés en 1998 et reconnus d'utilité publique en 2007. Nous disposons également de l'agrément des usagers du système de santé. Notre mission est de représenter les patients atteints de déficit immunitaire primitif au niveau national et notre action se décline autour de 3 axes: favoriser le diagnostic et la prise en charge, soutenir les patients et leurs familles et représenter les patients auprès des différentes instances. Le partenaire depuis toujours, IRIS et le CEREDI, ont intensifié leur collaboration durant l'année 2020 pour répondre notamment aux enjeux de la crise sanitaire qui s'est imposée à l'ensemble de la communauté des déficits immunitaires primitifs. Ensemble, nous avons essayé de répondre au mieux aux questions soulevées par cette pandémie. Ainsi, durant les derniers mois, nous avons travaillé de concert au sein du comité de pilotage dévolu à la Covid-19 afin d'émettre des recommandations sur la prise en charge des patients atteints de déficit immunitaire primitif, mais aussi pour éditer régulièrement une foire aux questions. Entre mars 2020 et mars 2021, ce COPIL s'est réuni à 17 reprises. Vous pouvez retrouver sur notre site internet ainsi que sur celui du CEREDI les mises à jour des documents. Côté patient, nous avons aussi mis en place les rendez-vous d'IRIS. Le dernier en date, du 5 février, a été consacré aux questions relatives à la vaccination Covid-19 chez les patients déficit immunitaire primitif, telles que vaccination et traitement, efficacité des vaccins et bien d'autres questions auxquelles le professeur Fischer a répondu pendant quasiment 1 heure. Le compte-rendu de ces échanges est largement diffusé auprès de nos adhérents, ainsi qu'au sein du centre de référence. N'hésitez pas à vous rapprocher de l'association et de notre équipe si vous souhaitez en disposer. Sans plus attendre, je passe la parole à notre orateur du jour, le Dr Nizar Malawi, médecin pédiatre au sein de l'UIHR de Necker et responsable du centre de référence des déficits immunitaires héréditaires de l'enfant et de l'adulte, le CEREDI. Je vous rappelle qu'il vous est possible d'interagir sur le chat ou dans l'onglet questions-réponses à droite ou en bas de votre écran selon la configuration de votre ordinateur. Bonne session. Merci beaucoup Virginie, merci beaucoup à Iris et d'avoir initié cette réunion, et merci beaucoup à CSL Behring de nous avoir aidé à l'organiser. Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi d'être parmi vous, et il m'a été demandé de faire un point donc, sur les éléments qui ont été rapportés au cours du congrès de l'ESID, donc la Société européenne des déficits immunitaires, qui s'est tenue en virtuel en octobre dernier. Je vais donc pour cela partager mon écran pour que vous puissiez avoir le diaporama et donc commencer à partager avec vous quelques informations sur l'impact de la Covid-19 sur les déficits immunitaires primitifs. Alors, globalement, le coronavirus fait partie de la grande famille des coronavirus, le coronavirus actuel, hein, qui est responsable de la Covid-19, donc le SARS-CoV-2, et donc le SARS-CoV-1, et puis le MERS-CoV. Ils ont une structure évidemment très, très proche, mais des éléments d'infectiosité qui varient, bien sûr, puisque les infections qui ont eu lieu il y a maintenant une petite dizaine d'années pour le SARS-CoV-1 et le MERS n'ont évidemment pas donné une telle pandémie telle que nous la connaissons maintenant depuis 1 an ou un petit peu plus d'1 an en fonction des endroits du monde. Et donc, il y a finalement un effort de recherche absolument fantastique, hein, comme vous voyez sur
la droite, une capture d'écran de la base de données de recherche bibliographique, PubMed. Il suffit de taper Covid-19 et vous voyez qu'en 2020, c'est une capture d'écran qui date d'il y a quelques semaines seulement, donc il y avait plus de 70 000 articles publiés, et rien avant, par définition, et vous voyez que c'est absolument considérable, et nous en bénéficions en termes d'amélioration non seulement des connaissances, mais aussi de la prise en charge des patients. Donc, vous voyez que ça, on le sait, ça concerne tout le monde, toutes les tranches d'âge, que l'on ait ou pas des comorbidités, mais en réalité, quand même, les éléments majeurs liés aux formes graves de Covid-19 sont bien connus finalement depuis les toutes premières semaines, les tout premiers mois. Ça va être donc l'âge. Plus on avance en âge et plus on est à risque de faire des formes sévères. Les sujets de sexe masculin font des formes plus sévères. Les sujets en surpoids, les sujets avec des antécédents de pathologies cardiovasculaires, le diabète, les maladies respiratoires, les patients avec notamment une insuffisance rénale et les patients avec des maladies oncohématologiques ou auto-immunes. Et alors, assez vite, quasiment dès le mois de mars, il y a eu un effort de collecte de données concernant les patients avec un déficit immunitaire, et ce, au niveau international. Et cet effort a été mené par le professeur Isabelle Meitz, qui est donc immunohématologue pédiatre en Belgique, à Louvain, en collaboration avec de nombreux médecins et chercheurs à travers le monde. Et en quelques mois, on a pu collecter des données concernant 94 patients, avec une majorité de patients ayant un déficit immunitaire prédominant sur la sécrétion, la synthèse d'anticorps, donc les IgG, les IgA, les IgM. Et puis les déficits immunitaires combinés, donc qui vont affecter à la fois le compartiment lymphocytaire T et le compartiment lymphocytaire B, donc qui combinent ces deux compartiments. Donc, par exemple, les déficits en DOC8 ou les syndromes de Wiskott-Aldrich, par exemple. Les déficits en anticorps, pardon, ça va être les déficits immunitaires communs variables, les DICV, ou la maladie de Bruton, par exemple. Ensuite, les pathologies avec un aspect prépondérant sur la régulation immunologique, donc avec plutôt beaucoup de maladies auto-immunes ou des syndromes d'activation macrophagique, comme l'APCED, et j'y reviendrai après. Les maladies auto-inflammatoires, la fièvre méditerranéenne familiale ou d'autres formes de cette nature-là, d'autres déficits de cette nature-là, des déficits de la phagocytose, donc neutropénie, mais surtout granulomatose septique chronique, et puis d'autres formes de déficits immunitaires moins fréquents. Et donc, sur cette diapositive, avec ce disque-là qui représente le nombre de cas en fonction de la catégorie, donc par exemple ici, vous voyez probablement ma flèche, j'essaie de la faire bouger doucement. Donc 53 cas avec un déficit en anticorps. Il y avait des patients qui ont été, en fonction de la sévérité clinique, ont été hospitalisés ou hospitalisés en réanimation, même ici, et puis ceux qui en sont malheureusement décédés. Donc, quand on voit la distribution finalement de ces pathologies, c'est assez superposable à la distribution des grands groupes de pathologies de déficit immunitaire primitif que l'on rencontre dans les travaux d'épidémiologie menés à la fois en France, au CEREDI bien sûr, mais dans d'autres pays également. Donc c'est un message relativement intéressant déjà. Et puis il y a eu 10 décès, ce qui témoigne donc bien sûr que les patients avec un DIP non seulement peuvent contracter le virus, la maladie, la Covid-19, mais bien sûr en décéder. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire un peu plus là-dessus? Alors, vous voyez, toutes les tranches d'âge étaient représentées. On a donc des patients ici sur le panel, sur la figure de gauche, des patients âgés de 0 à 2 ans, des patients âgés des adolescents, des jeunes adultes, et puis des adultes jusqu'à l'âge même de supérieur à 75 ans. Donc une distribution qui est sur toutes les tranches d'âge. Et puis on a aussi
une distribution qui va toucher alors, un peu plus fréquemment les garçons que les filles, mais il y a peut-être aussi le biais des DIP liés à l'X, hein, qui ne touchent que les garçons. Donc c'est un peu différent de l'épidémiologie, disons, en population générale, où il y a plus d'hommes touchés. Mais les décès, les 10 cas de décès, sont des décès qui sont liés très souvent à un terrain de ce qu'on appelle de comorbidité, donc un terrain fragilisant l'évolution de cette pathologie-là, par exemple des cardiopathies complexes, hein, parce que dans le cadre des déficits immunitaires primitifs, il y a évidemment d'autres organes qui peuvent être touchés et il peut y avoir des syndromes polymalformatifs. Donc, vous voyez ici les décès, on va les retrouver aussi à tous les âges finalement, hein, à toutes les tranches d'âge, avec une majorité plutôt chez les personnes adultes ou voire âgées. Alors, les pathologies, disons, les morbidités, les comorbidités préexistantes, c'était d'abord d'avoir une pathologie pulmonaire ou respiratoire, donc par exemple une pathologie interstitielle ou des dilatations des bronches sévères, les maladies rénales, dans 2 cas, un cas de diabète auto-immun, diabète de type 1, donc un diabète qui nécessite une insulinothérapie, pathologie cardiaque, 3 sur 10, hein, comme dans la population générale aussi, et puis des cancers, qui sont aussi un facteur de risque bien connu, et c'était des patients qui avaient pour 6 d'entre eux des déficits en anticorps, pour un d'entre eux une granulomatose septique chronique, un pour un déficit immunitaire combiné, et puis un patient qui avait donc une pathologie qui est causée par une mutation dans un gène qui s'appelle XIAP, qui code pour la protéine DIAP, et qui est décédé en post-greffe de moelle. Donc, les auteurs concluaient qu'il n'y avait pas de signature particulière dans les déficits immunitaires en dehors des comorbidités déjà connues chez les adultes. Évidemment, ceci est un travail préliminaire et le travail continue. Et d'autres équipes ont fait un travail parallèle à cela, comparable, notamment une étude espagnole donc, qui était présentée lors du congrès de l'ESID et qui avait collecté les données de 35 patients avec un déficit immunitaire. Et vous voyez que finalement, une petite majorité de ces patients avaient pu rester à domicile, hein, avec la Covid-19 au domicile. 45% avaient dû être hospitalisés, mais j'allais dire seulement 4 patients avaient dû être pris en charge en soins intensifs, donc un peu plus de 10% de l'ensemble de la cohorte, donc c'est quand même évidemment important. Et sur ces 4 patients, on voit que la gravité est importante puisque 3 sont décédés. Et les facteurs de risque que les collègues espagnols ont identifié étaient la présence d'une maladie auto-immune systémique et l'utilisation pour ces pathologies auto-immunes de médicaments immunosuppresseurs. Alors en réalité, les premiers auteurs qui ont rapporté leur expérience sont nos amis et collègues italiens. Vous savez, l'Italie a payé un lourd tribut d'emblée et nos collègues à Rome, mais au niveau national italien, ont collecté un certain nombre de données qui ont été publiées au début de l'année 2020. Donc 57 patients avec essentiellement des adultes, avec un déficit en anticorps, donc soit un DICV, soit une maladie de Bruton, soit des formes intermédiaires. Et donc, les symptômes qu'ils avaient pu identifier étaient classiques, hein, donc essentiellement de la fièvre, 3/4 d'entre eux, 2/3 avaient une toux, 20% avaient des symptômes respiratoires hauts, un quart avait quand même une dyspnée, donc une gêne respiratoire, de manière assez intéressante, puisqu'on le sait, il y a un portage digestif, ou voire même des manifestations digestives du SARS-CoV-2, le virus responsable de la Covid-19, et là, 21% avaient des symptômes cliniques. Et puis des complications de type sepsis, donc septicémie ou surinfection bactérienne avec bactériémie, pneumopathie bactérienne, syndrome d'activation macrophagique plus rarement, insuffisance rénale pouvant être causée par des thromboses. On sait que dans la Covid-19, il y a des complications thrombotiques et qu'il faut donc savoir prendre en charge. Et puis, plus rarement, des complications de type vasculaire pulmonaire ou d'insuffisance cardiaque.
Et donc, 77% des patients ont nécessité d'avoir le recours à des thérapeutiques, alors différentes combinaisons. Et donc, à l'époque, on avait quand même peut-être un arsenal un peu différent, mais basé donc sur des antibiotiques, des antiviraux, des corticostéroïdes, des injections d'immunoglobulines à plus forte dose que la substitution habituelle, des anticorps monoclonaux et puis du plasma convalescent. 11 de ces 57 patients ont nécessité quand même d'aller en soins intensifs ou réanimation pour être intubés et ventilés, et 2 d'entre eux ont même eu une ECMO, c'est-à-dire une circulation extracorporelle, une technique de réanimation très, très lourde. Ce qu'ils ont pointé, nos collègues, c'est que seulement 5% d'entre eux étaient symptomatiques, donc de ces 57%, mais qu'il y avait une différence si on regardait en fonction du sous-type de déficit immunitaire. Les asymptomatiques étaient plus fréquemment retrouvés dans le groupe des agammaglobulinémiques, 22%, tandis qu'il n'y en avait aucun qui était asymptomatique, donc chez les DICV. Tous les DICV étaient symptomatiques. Puis dans le groupe de déficits en anticorps intermédiaires, disons, les other PAD, donc les déficits en sous-classe, par exemple, il y avait un niveau intermédiaire de patients asymptomatiques, donc 8%. Donc 0% pour les AGAMA, 8% pour les formes intermédiaires, disons, et 0% pour les DICV. Ce qui était un élément intéressant pour se demander si l'absence de lymphocytes B, comme c'est le cas dans les patients avec une agammaglobulinémie, et notamment la maladie de Bruton, pouvait être finalement quelque part une sorte de facteur protecteur. Bon, ceci a été un petit peu démenti par la suite, puisque des cas de patients avec une maladie de Bruton ont développé la Covid de manière symptomatique. Vous voyez un cas clinique en dessous de la même équipe. Et puis d'autres cas ont été rapportés dans la littérature au décours. Et puis nous-mêmes en France et à l'étranger, nous avons connaissance de patients avec une maladie de Bruton qui ont développé des formes parfois récurrentes avec rechute même. Donc on ne peut pas forcément dire que il est intéressant de ne pas avoir de lymphocytes B. Alors ensuite, de manière intéressante, je trouvais pour ce papier qui reprend une étude, donc, qui est une étude de qualité de vie chez les patients avec un DICV. Et nos amis italiens ont finalement passé les patients, la substitution par immunoglobuline de ces patients de l'hôpital au domicile et ont fait de la télémédecine. Et ça, ils ont dû le faire, ils ont dû s'adapter en quelques jours, quelques semaines. Et ça représente un gros effort pour les patients, mais aussi pour les médecins et puis tous les partenaires qui prennent en charge ces patients. Et ils se sont intéressés à regarder finalement quel était l'impact sur la qualité de vie de tous ces changements et notamment sur le risque psychologique et psychosocial. Ils ont montré qu'évidemment, il y avait un impact très fort et notamment un risque d'anxiété et de dépression de ces patients lié au risque de contracter la pathologie, surtout en temps d'incertitude sur les données qui manquaient, mais aussi le fait d'être en confinement prolongé. Clairement, le rôle de la télémédecine et de la télésurveillance a été important et bien perçu. Donc c'est quelque chose peut-être qu'on pourra retenir dans les prochaines années pour peut-être contribuer au suivi de ces patients. Alors, en termes de recherche, là, pour le coup, fondamentale, mais basée sur les patients qui ont un déficit immunitaire, qui représente un modèle extrêmement important et intéressant pour bien comprendre l'immunité. Et on sait que la Covid-19 est une pathologie non seulement infectieuse, bien sûr, mais aussi immunologique. Enfin, il y a de l'immunopathologie qui rentre en compte. Et les collègues de l'hôpital Necker et de l'Institut Imagine, les maladies génétiques à Paris, à Necker, ont bien montré que dans les formes sévères de Covid-19, il y avait une altération des réponses inflammatoires et de l'activité de molécules antivirales qui s'appellent des interférons de type 1.
Ces interférons de type 1 jouent un rôle très important dans l'immunité antivirale, anti-SARS-CoV-2, en particulier au tout début de l'infection. Et les patients avec une forme sévère présentent donc un taux d'interféron et une signature interféron plus faible que ceux qui ont des formes modérées, voire même légères. Et donc ça, c'était un papier très important de Jérôme Agage et l'équipe de Frédéric Rioloca à Imagine. Et les collègues également d'Imagine et de Necker à Paris et également du laboratoire de New York, donc sous la direction de Jean-Laurent Casanova, ont publié 2 articles qui ont bien permis d'identifier finalement un des mécanismes extrêmement importants pour comprendre un des facteurs de risque qui prédisposait, disons, à développer des formes sévères. Et c'est en regardant le sérum de patients qui ont fait des formes sévères, et ils ont pu identifier qu'il y avait des auto-anticorps dirigés contre les interférons ou certains interférons de type 1, avec une concentration dans le sang qui était très importante. Donc une concentration importante d'auto-anticorps anti-interférons de type 1 chez environ 10% de ces patients, de patients qui avaient fait une forme sévère de Covid-19 avec une pneumopathie très sévère. Donc ça, maintenant, c'est quelque chose que l'on dose au laboratoire de Jean-Laurent Casanova à Necker pour les patients, et notamment les patients qui sont à risque de développer des formes graves. Alors, quels sont ces patients? Eh bien, ces patients, c'est heureusement, il y en a relativement peu, mais ils peuvent faire des formes sévères, donc c'est extrêmement important de le savoir. Et donc, notamment, au sein du CREDI, au sein du réseau des cliniciens, on a pu diffuser une note d'alerte finalement pour les patients qui ont un AP7. Alors, AP7, c'est un déficit immunitaire qui est causé par des mutations dans un gène qui s'appelle AIRE, et qui globalement donne un syndrome avec plusieurs manifestations de maladies auto-immunes du système endocrinien. Donc, par exemple, diabète de type 1, thyroïdite auto-immune, atteinte des surrénales, voilà, et d'autres pathologies, évidemment. Plusieurs combinaisons sont évidemment possibles. Et donc, dans cette forme-là, chez au moins 10% des formes avec Covid sévère, eh bien, il a pu être identifié que c'était associé à ces auto-anticorps. Et quand on regarde aussi sur finalement les voies de signalisation, on se rend compte que les patients avec mutation dans le gène qui code pour NF-κB1, qui est un des gènes responsables des déficits immunitaires combinés, voire même de formes moins fortes que les déficits immunitaires combinés et qui donnent des DICV, déficits immunitaires communs variables, il peut y avoir également ce taux d'auto-anticorps élevé. Dans les mutations qui conduisent aux formes de grippe sévère, donc par mutation d'IRF7, on pense qu'il peut y avoir aussi des formes de Covid sévères, parce que c'est la même voie, si vous voulez, de signalisation, en résumant. Et des mutations de SACH3, qui est un gène récemment découvert par nos collègues de Angers, mais aussi des collègues aux États-Unis, donc qui ont publié en même temps, enfin en tout cas rapporté dans la session Late Breaking Abstract des patients, une assez grosse série pour un premier gène. Ils ont trouvé qu'il y avait des fortes concentrations de ces auto-anticorps également. Et puis des collègues néerlandais, également dans la même session de l'ESI, de la Late Abstract, ont pu identifier des mutations liées à l'X du gène qui code pour TLR7, donc Toll-like receptor 7, chez 2 frères avec des mutations avec des formes sévères de Covid-19. Donc vous voyez qu'on peut avoir un déficit immunitaire et ne pas faire de forme sévère de Covid-19. C'est quand même globalement, quantitativement, un message pour l'ensemble de la communauté qui est plutôt rassurant. Mais quand on a des formes de déficit immunitaire particulières, là, on est en revanche à risque de développer des formes sévères. Alors, comment faire pour, je dirais, comme message de prévention et de prise en charge? Eh bien, les gestes barrières ce qu'on appelle gestes barrières, doivent être pris en compte et permanents pour nos patients qui le connaissaient déjà, quand même, globalement, qui le connaissaient bien. C'est donc le lavage de mains, le port de masque, éviter d'être exposé à des gens malades, que ce soit à l'école ou dans le milieu professionnel, par exemple, ou dans le milieu familial.
Ça peut poser des problèmes, évidemment, mais cet élément est bien connu de nos patients. Poursuivre le traitement habituel, hein, donc l'antibioprophylaxie au long cours, la substitution par immunoglobuline, mais également les médicaments immunosuppresseurs. Tout ça en lien rapproché avec le médecin référent du déficit immunitaire, c'est extrêmement important. On a évoqué la télémédecine, on s'y est globalement, je crois, tous mis avec un certain degré quand même de satisfaction, je pense, des deux côtés, parce que ça a permis quand même de continuer à avoir un lien et de pouvoir monitorer lors des consultations l'évolution et le suivi et la prise en charge. Alors, les mécanismes de coping, c'est-à-dire de résilience finalement, donc extrêmement important, on l'a bien vu, c'est un sujet qui est de plus en plus discuté et étudié même, hein, c'est l'impact sur la santé mentale, sur l'impact psychologique de ces mesures, de ces gestes barrières, mais également des mesures plus drastiques comme le couvre-feu, mais aussi le confinement. Donc, ce qu'on a pu faire, et Virginie Millière d'IRIS a bien présenté cela, c'est d'emblée échanger sur ce que l'on sait, sur ce que l'on ne sait pas, sur ce qu'on ne sait pas encore, et sur les espoirs, évidemment, en termes de connaissances, mais aussi de prise en charge, notamment de traitement, et j'inclus les vaccins dedans, en incluant tout le monde, en incluant les patients, les soignants, mais également les médecins traitants, les infirmières qui viennent au domicile pour la prise en charge de ces patients, mais également aussi les enseignants et les collègues ou les médecins du travail, enfin, ou les collègues qui travaillent pour les gens qui ont des, qui peuvent en parler dans leur poste professionnel. Voilà, donc les vaccins, évidemment, on en entend parler tous les jours. On a encore des questions sur le rôle stérilisant, c'est-à-dire qui empêche la contamination. Quand on est vacciné, est-ce qu'on n'est plus contaminant? Il y a encore des questions là-dessus. Est-ce qu'il faut vacciner non seulement les patients? Oui, l'entourage. Ça peut être une question. Évidemment, la vaccination n'est pas obligatoire, mais nous recommandons quand même que l'entourage soit vacciné aussi. Alors, ce n'est pas toujours facile, évidemment, en ce moment, au début de la vaccination, depuis quelques semaines, de pouvoir se procurer les vaccins, mais enfin, d'une manière générale, nous recommandons cela. Et en termes de thérapeutique, eh bien, pour la Covid-19, eh bien, c'est sûr que les anticorps monoclonaux, et depuis quelques semaines, il y a un anticorps monoclonal qui a été autorisé pour les formes relativement modérées de Covid-19, donc c'est un espoir aussi, puisqu'il donne plutôt des résultats intéressants. Les antiviraux anti-SARS-CoV-2 n'ont pas vraiment été finalement très positifs, hein, dans les essais cliniques. Ce qui a montré plutôt une efficacité pour inverser, disons, les formes sévères, c'est les corticostéroïdes, hein, la dexaméthasone par exemple. Dans les immunoglobulines que les patients reçoivent en substitution, il n'y a pas encore d'anticorps anti-SARS-CoV-2. On pense qu'on ne devrait pas l'avoir avant la fin, alors, pardon pour la coquille, 2022 ou début 2023. Peut-être un peu avant, en fonction de s'il y a beaucoup de gens qui ont eu la Covid-19 et qui continueraient à donner leur sang ou leur plasma. On peut parfois donner des fortes doses d'immunoglobuline humaine polyvalente. Il y a des essais thérapeutiques en cours. Je ne crois pas que les résultats soient connus aujourd'hui. On peut donner du plasma convalescent. Alors, il y a eu des messages plutôt en disant neutre ou voire même peut-être parfois d'aggravation, et à des papiers tout à fait récents là, qui sont sortis là, il y a quelques jours, ont montré que ça pouvait finalement aider à lutter contre ces taux d'auto-anticorps anti-interférons de type 1 dont j'ai parlé tout à l'heure, et donc peut-être quand même jouer un rôle sur l'évolution clinique. Et puis, il y a un consortium de producteurs d'immunoglobulines, des producteurs privés, publics, qui, au niveau international, qui essaient de produire des immunoglobulines hyperimmunes, donc enrichies en anticorps anti-SARS-CoV-2 à partir de gens qui sont volontaires pour donner leur plasma ou leur sang et qui ont eu la Covid-19 et qui en ont bien sûr guéri. Voilà, ça c'est des pistes pour
pour l'avenir. Nous continuons la collecte de données, puisque les données que je vous ai montrées sont relativement quand même préliminaires, même si elles sont donc on doit continuer. Et donc, nous avons mis au point cette étude internationale qui reste ouverte. Et donc, je vous invite évidemment à vous connecter si vous avez des patients qui ont développé le Covid, même si c'est des formes mineures, même si c'est des formes diagnostiquées rétrospectivement. C'est toujours intéressant. Voilà, je crois que j'ai fini. Sur une petite... oui, je crois que c'est pas la peine de... Je viens déjà de tout dire. Voilà. Je vous remercie de votre attention, puis je suis prêt à prendre vos questions si vous en avez. Merci beaucoup, Nizar, pour cette présentation extrêmement claire et exhaustive. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions, soit dans le chat, soit dans l'onglet questions et réponses. Moi, je vais me permettre d'en poser une déjà. C'est vrai qu'en tant que représentante de patients, dans un contexte mondial où les immunoglobulines sont déjà en situation extrêmement tendue, quel peut être l'impact finalement de l'utilisation des immunoglobulines à haute dose dans le traitement de la COVID-19 et également des IG hyperimmunes? Évidemment, c'est une question extrêmement importante. Je l'avais mis en dernière ligne d'une de mes diapos, là vers la fin, je ne l'ai pas cité, mais donc je vous remercie Virginie pour votre question. Le sujet est très très important. On subit là tous les patients, enfin beaucoup de patients et tous nos collègues, je pense, peuvent témoigner d'avoir au moins un ou plusieurs patients qui les appellent régulièrement pour leur dire qu'il y a des difficultés d'approvisionnement de leur traitement. Les fabricants d'immunoglobulines font le maximum pour administrer, enfin délivrer les quantités requises, mais sur une situation de très forte tension qui existe déjà depuis plusieurs années, eh bien, la Covid-19 a aggravé les choses. Les dons de sang et les dons de plasma, parce que confinement, etc., ont chuté. Et vous n'êtes pas sans savoir que les dons proviennent au niveau mondial. C'est une situation de tension qui est mondiale, hein. Donc ce n'est pas uniquement français. Et la situation aux États-Unis avec une épidémie très très forte, hein, avec des situations, c'est une situation sanitaire qui est quand même très compliquée. Il y a eu une baisse de quasiment un tiers des dons de sang et de plasma. Or, c'est les États-Unis qui fournissent 75% à peu près du plasma mondial qui est ensuite fractionné par les différents fractionneurs, notamment les fractionneurs privés, et donc ceux qui sont sur le marché français notamment. Donc, on a une tension globale sur laquelle vient se donner un coup de frein très important. Le fait qu'il y ait des essais thérapeutiques pour des immunoglobulines très fortes, enfin forte dose, un peu comme ce qu'on pourrait donner pour des maladies auto-immunes par exemple, ou des maladies neuro-inflammatoires, mais c'est sûr que ça peut être assez inquiétant en termes d'approvisionnement, parce que ça risquerait d'aggraver la situation. Alors les données aujourd'hui ne sont pas en faveur, ou en tout cas ne sont pas tout à fait connus, mais les éléments premiers ne semblent pas orientés vers une efficacité spectaculaire de cette thérapeutique-là. Évidemment, on souhaiterait trouver des médicaments qui guérissent les formes sévères de manière satisfaisante. Donc, et les formes hyperimmunes, c'est un peu particulier parce que c'est des plasmas de donneurs convalescents qu'on va concentrer pour obtenir finalement une sorte de produit très, très fortement concentré en anticorps. Donc c'est un peu différent. Mais je rappelle quand même que les patients avec un déficit immunitaire primitif, comme quelques autres pathologies pour lesquelles il n'y a pas d'alternative thérapeutique, doivent bénéficier de la substitution par immunoglobuline sans modification de leur thérapeutique. Pas d'espacement de dose, pas de diminution de dose,
parce que le contexte, par ailleurs, serait un petit peu difficile et tendu. C'est un document qui est disponible sur le site du CEREDI, sur celui d'IRIS, mais aussi sur celui de l'ANSM. C'est un document sur lequel on a travaillé. Je résume, mais avec toutes les associations de patients, les filières de santé maladies rares, les centres de référence, toutes les pathologies, les transplanteurs, les oncohématologues, les neurologues, etc. Et on est tombé d'accord, ça a été en 2018, ça a été revu en 2019, et ça a été aussi revu au premier semestre 2020. On a vraiment demandé à ce que les autorités de santé se penchent avec nous sur la situation. Et donc, les DIP restent parmi les pathologies prioritaires. Donc, clairement, ce document peut être opposable, entre guillemets, dans la discussion que nous avons, vous pouvez avoir avec, par exemple, également les fabricants d'immunoglobulines, les pharmaciens, enfin toute la logistique d'approvisionnement de ces produits. Merci. Alors, nous avons quelques questions. Un enfant de 4 ans avec une hypogammaglobulémie plus une bronchiectasie est-il prioritaire pour la vaccination? Alors, aujourd'hui, les patients avec un déficit immunitaire primitif que nous avons inscrits pour être prioritaires dans les phases vraiment ultra prioritaires de déficit immunitaire, c'est les pathologies que j'ai listées, donc APCED, déficit en NF-κB1, et ces maladies relativement rares quand même. Donc ça concerne 100-150 patients en France. Donc les autres pourront être vaccinés, disons, à partir du moment où les vaccins seront plus disponibles. Néanmoins, là, le fait d'avoir une bronchiectasie, évidemment, peut être un facteur de risque à prendre en compte, bien sûr, la dilatation des bronches, a fortiori si elle est symptomatique. Donc là, je ne pense pas qu'un enfant de 4 ans soit déjà ait des difficultés, disons, respiratoires ou une fragilité respiratoire importante, mais c'est à prendre en compte, évidemment. L'élément là actuel, c'est que pour les moins de 18 ans, nous n'avons pas l'autorisation de vacciner, même quand on a un déficit immunitaire. Oui. Du coup, pour répondre à nos patients, les déficits immunitaires primitifs n'entraînent pas forcément de protection ou de facteurs de risque. Cela dépend de leur type de déficit immunitaire. Est-ce bien cela? Alors, il faudrait que je relise la question, parce que, oui, donc, pas forcément de protection ou de facteur de risque. Oui, alors, non, le fait d'avoir un déficit immunitaire n'est pas un facteur protecteur. Je n'ai pas dit ça, je pense que les patients avec un déficit immunitaire peuvent contracter la Covid, peuvent également contracter une forme qui évoluerait vers une forme sévère et en décéder. Donc ça, c'est clair et net, ce n'est pas du tout un facteur protecteur. En revanche, le fait d'avoir un déficit immunitaire, outre ceux qu'on a bien mentionnés qui sont assez spécifiques, n'est pas en soi un facteur de risque qui fait basculer, si vous voulez, vers la crainte d'une évolution péjorative, une évolution difficile. Sauf si on est très âgé, enfin on est relativement âgé, qu'on a en plus du coup eu un surpoids, qu'on a des problèmes cardiologiques, etc. Donc, mais ça, c'est les facteurs de risque finalement de la population générale. Alors, pour les patients atteints de la maladie de Broughton, la question de la vaccination, quel est l'intérêt pour eux d'être vaccinés contre le Covid-19, sachant qu'ils n'ont pas forcément de réponse vaccinale? Oui, c'est une bonne question, évidemment. La vaccination a pour but, que ce soit la vaccination pour le SARS-CoV-2 comme les vaccinations pour les autres, le tétanos par exemple, a pour but essentiellement de produire des anticorps. Donc des anticorps par les lymphocytes B et les plasmocytes. Eh bien, dans le maladie de Broughton, il n'y a pas ces lymphocytes-là, ils ne sont pas capables de monter une réponse anticorps. Néanmoins, la réponse, enfin, l'effet d'un vaccin peut aussi passer en partie par la stimulation des autres lymphocytes, donc ceux qui ne produisent pas d'anticorps et qui jouent un rôle évidemment anti-infectieux, protection immunitaire important, qui sont les lymphocytes T, et qui là fonctionnent tout à fait normalement chez les patients avec une agammaglobulinémie, maladie de Broughton par exemple. Et donc, on peut imaginer qu'il vaut mieux quand même avoir des lymphocytes T qui ont été stimulés par le vaccin et qui pourraient jouer un rôle protecteur, tout en continuant à se protéger avec les mesures barrières, etc. Alors, les DICV peuvent-ils être vaccinés actuellement, même s'ils ne sont pas dans la catégorie d'âge requise?
Et si oui, Alors, avec un vaccin ARN messager ou le vaccin AstraZeneca? oui, peut-être que le professeur Fischer a répondu à cette question, parce que je pense que c'est un sujet qui est fréquent. Les déficits immunitaires communs variables sont les plus, disons, les plus fréquents de l'ensemble des déficits immunitaires. Donc, c'est évidemment une question qui va concerner beaucoup de patients. Alors, si on n'a pas les facteurs de risque classiques, c'est-à-dire l'âge, les comorbidités de la population générale, eh bien, en soi, pour l'instant, aujourd'hui, on ne peut pas, si vous voulez, dire, voilà, j'ai un déficit immunitaire, je dois passer en ultra prioritaire. D'accord. Mais si vous avez la possibilité d'avoir une vaccination près de chez vous, dans un centre de vaccination, ou votre hôpital de proximité ou le CHU, vous pouvez évidemment vous faire vacciner. Je pense que ce qui est important quand même, c'est de bien contacter votre médecin référent du déficit immunitaire quand même, hein, pour en discuter avec lui ou avec elle. Mais bon, la vaccination est possible. Ce sont les 3 vaccins actuellement disponibles, hein, donc les 2 vaccins basés sur la technologie ARN messager et puis le vaccin basé sur un vecteur adénoviral qui est donc l'AstraZeneca, sont tous les 2 des vaccins inertes, disons, enfin en tout cas, ce ne sont pas des vaccins vivants. Donc on est plutôt, voilà, on peut les proposer aux patients avec un DICV. Donc voilà, il n'y a pas de préférence, hein, entre un de ces 3 vaccins. D'accord. Et est-ce au médecin référent de faire la prescription? Alors, pas nécessairement, hein, en termes, disons, pas nécessairement. Je pense que c'est quand même bien d'avoir un contact avec le médecin référent, et dans ce cas-là, le référent peut faire la prescription. Alors, si l'enfant ne peut pas être vacciné actuellement, on l'a bien compris, vu qu'il n'y a pas l'autorisation de la HAS, ses parents et la fratrie peuvent-ils être considérés comme prioritaires? Non, pas aujourd'hui. D'accord. Là, pour le coup, je fais une réponse courte parce que toutes mes réponses précédentes étaient un peu longues, pardon. C'est parfait. Comme ça, on a le temps de prendre toutes les questions si elles commencent à arriver, c'est bien. Alors, là, pour le moment, j'ai pas d'autres questions. Bon, bah, bon, je vais pas faire de réponse plus longue, mais je vais répéter, c'est-à-dire que voilà, le fait d'être en soi, de dire, bah, voilà, j'ai un enfant ou 2 enfants ou 3 enfants qui ont un déficit immunitaire, donc moi, en tant que voilà, papa, maman, etc., sans facteur de risque particulier, je souhaiterais être vacciné. Aujourd'hui, ce n'est pas, enfin, on n'a pas, c'est pas suffisant en soi pour avoir une autorisation là. Maintenant, on entend dire dans les journaux notamment que la vaccination, enfin, il y a des rendez-vous de vaccination qui sont encore disponibles. Donc je pense que là, c'est envisageable de voir avec votre médecin généraliste même, hein, qui peut vous vacciner, hein. Il y a des médecins généralistes qui ont des doses, notamment de vaccins dits AstraZeneca. Donc dans ce cas-là, si on prend la place de personne, je dirais, hein, de manière un peu triviale, pardon, pourquoi pas. D'accord. Très bien, merci beaucoup. Alors, je ne sais pas s'il y a encore quelques questions. On va attendre une minute, hein, pour voir si... Ah, pour les adolescents DICV scolarisés, manger à la cantine reste-t-il possible? Oui, oui, c'est possible. C'est compliqué, hein, les gestes barrières à ce moment-là. Je pense que c'est sûr que voilà, s'il y a des comorbidités importantes associées, notamment respiratoires par exemple, hein, c'est sûr qu'il faut peut-être aménager quand même le temps comment dire, de déjeuner à la cantine, et en discuter avec l'équipe pédagogique et administrative de l'établissement scolaire. D'accord, très bien. Alors, pas de vaccin dit vivant à venir d'ici l'été. Écoutez, pas à ma connaissance. On sait qu'il y a beaucoup de vaccins enfin plusieurs vaccins, pardon, vont venir au cours de l'année. Donc, a priori, pas de vaccin vivant à ma connaissance. Oui, j'en profite pour préciser, si vous souhaitez avoir accès effectivement au compte rendu du rendez-vous d'Iris sur la vaccination, il y avait effectivement listé les différents vaccins avec leurs propriétés, notamment s'ils sont voilà, avec ARN, sans ARN, etc. Donc voilà, n'hésitez pas à nous contacter pour
pour qu'on puisse vous le communiquer en direct si vous en avez besoin. Avons-nous d'autres questions? A priori, non. Donc, merci beaucoup, Nizar, pour votre présentation et puis pour la réponse, vos réponses aux questions extrêmement claires. Merci à tout le monde de vous être connectés. Et puis, merci encore à notre partenaire CSL Behring pour leur soutien. Donc, n'hésitez pas à nous contacter sur info@association Iris pour les différents supports. Et donc, on vous souhaite une très belle soirée. Et à nouveau, merci beaucoup, Nizar, pour votre présentation. Merci et à demain. À demain.